Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire Le Café du génie industriel est organisé de la façon suivante. D'abord, un petit film de présentation d'une mission de l'école. Puis, vous allez voir une séquence d'enseignement. Ensuite, une question industrielle que nous partageons avec nos partenaires. Une séquence de recherche. Et enfin, ça se termine avec la présentation d'une association étudiante. Voilà, ça sera toujours ce même format pour l'ensemble des épisodes de ce webinaire. Appréciez. Alors le génie industriel, c'est un domaine qui touche d'une façon globale les systèmes de production. Donc il faut comprendre et réfléchir aux produits et services de demain, lesquels sont-ils. Et après, il faut aussi savoir comment on va pouvoir les concevoir, puis ensuite les fabriquer, les mettre à disposition, avant de pouvoir les recycler à la fin. Donc il y a tout un domaine transversal qui touche toute la durée de vie du produit, et donc il y a un impact évidemment sur l'environnement de notre planète et de notre société. Finalement, les compétences que l'on demande à un ingénieur en génie industriel, ce n'est que le reflet de la transversalité dont on a déjà parlé tout à l'heure, puisque par définition, cet ingénieur doit être capable de travailler sur tout un tas de domaines de l'entreprise. Et donc, la première chose qu'il doit être capable de faire, c'est d'évaluer la situation en concevant à travers une innovation une solution, pour après être capable de la mettre en œuvre d'une façon efficace, en agissant comme professionnel responsable dans le milieu dans lequel il fonctionne et il travaille. Comme vous vous en doutez peut-être un petit peu, puisqu'on parle de transversalité, finalement, les métiers sont très variés et ils touchent tout un tas de domaines qui sont très différents. Même si on peut considérer qu'il y a quand même trois grandes familles. Il y a la première famille qui est tout ce qui touche à la conception des produits. Il y a la deuxième qui touche à la production. Et il y a la troisième qui est la mise à disposition ou la supply chain. Et donc, si vous voyez les choses comme ça, vous arrivez vite à la conclusion que les métiers sont très variés. Il y a des domaines, on va dire, assez classiques et attendus, comme l'automobile, l'aéronautique ou les domaines de l'informatique. Mais il peut y avoir des domaines un peu plus surprenants peut-être, comme la santé, par exemple, ou le luxe, où on a beaucoup d'élèves qui travaillent dans ces domaines-là. Les grands métiers qui s'adressent aux ingénieurs génie industriels sont regroupés autour des trois familles dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui touche la conception, donc là il y a le bureau d'études, il y a les systèmes d'information, il y a la R&D. Si on va dans le domaine de la production, il y a évidemment les chefs de production, il y a la qualité qui est aussi un domaine intéressant. Et puis si on va dans le domaine de la supply chain, il y a des métiers très différents comme la gestion d'entrepôt, l'approvisionnement ou la gestion de fournisseurs ou les achats également. Finalement, l'élève ingénieur, quand il sort de notre école Grenoble INP Génie Industriel, il a à sa disposition une palette d'outils et de pratiques qui sont vraiment très variés et qui lui permettent de travailler aussi bien à 70% d'ailleurs dans des grands groupes industriels, mais dans des plus petits groupes à 30% ou voire même parfois dans des startups. Et finalement, le défi qui lui est confié, c'est d'être capable de mettre en œuvre ces outils pour arriver à intégrer toutes les modifications et les gros enjeux qu'on a à la fois d'un aspect sociétal et environnemental. Le cours Tactical and Operational Supply Chain Management s'appuie sur une pédagogie active qu'on appelle Learning by Doing, donc apprentissage par la pratique. Il se base sur trois études de cas qui illustrent des problématiques très typiques de la gestion tactique et opérationnelle dans les chaînes logistiques. Par exemple, gestion des entrepôts, approvisionnement bord de ligne, relations fournisseurs-clients, gestion des emplois du temps. Je collabore activement avec les ingénieurs de Corège dans le cadre de ce cours, depuis la construction des études de cas jusqu'à la co-animation. Corège a un portfolio très riche de cas industriels
réel et une connaissance très fine sur le terrain. Les élèves apprécient beaucoup les retours qu'ils ont de Corège parce que ça apporte beaucoup de retours concrets. C'est un cours qui est destiné uniquement aux 3A parce qu'on considère qu'à ce moment-là, ils ont normalement les outils théoriques à appliquer. C'est un cours qui est dispensé en anglais, ce qui nous permet d'avoir aussi un grand panel culturel et académique, avec des gens qui sont des ICL, des purs GI, des gens qui sont en échange, des gens qui sont en master internationaux. Donc ça nous donne un melting pot assez intéressant. On a plus d'une dizaine de nationalités à chaque fois dans les cours. Donc pour chaque étude de cas, on commence par raconter une histoire. Une entreprise a un problème. Donc on parle plutôt des symptômes de l'entreprise et pas de quoi il est malade. Donc c'est à l'étudiant de diagnostiquer cette maladie. Je vais peut-être parler un peu de jeu Supply Game. Une entreprise souhaite améliorer la performance de sa chaîne logistique. La première séance, c'est une séance de prise en main pour connaître le contexte de l'entreprise. Donc on met en place le fonctionnement de l'atelier grâce à des Legos. On est capable de produire des millions de différents types de camions grâce à ces Legos. Toute la classe est un seul groupe qui représente l'entreprise. Il y a des assembleurs, il y a des responsables de contrôle qualité, il y a des logisticiens, des personnes qui sont responsables de gérer le magasin et également les fournisseurs. Ils simulent le fonctionnement de l'entreprise physiquement, donc ils jouent réellement, ils fabriquent, ils passent les commandes. On est en train de faire un jeu sérieux où on construit des camions avec toute une ligne de production et les fournisseurs. L'idée c'est qu'il y a différents modèles et qu'il va falloir les construire en respectant les demandes qui nous arrivent par les clients. Je suis dans l'équipe de la logistique et je fournis toute la ligne de production avec les différents composants qui sont dans l'entrepôt. Et donc pour ça il faut avoir une vue un petit peu globale, il faut savoir un peu gérer les stocks, savoir combien est-ce qu'on va leur en donner. Il faut qu'on essaye de trouver un peu des techniques pour maîtriser tout ça. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet de voir comment ça pourrait fonctionner en entreprise réellement. Ce seraient les mêmes mécaniques. Alors la dernière fois en fait le jeu était beaucoup plus basique. Il n'y avait pas d'équipe de logistique, c'était les opérateurs qui allaient directement chercher les composants dans l'entrepôt. Et c'était assez chaotique. Et du coup, là, on a introduit l'équipe de logistique. Alors, ça intègre un peu plus de complexité sur le fait qu'il faut un peu plus d'organisation, mais c'est aussi là pour permettre de mieux réguler la chaîne de production. My role today is the quality control to verify if the truck is correct. If it's not, you can communicate to the previous step in the production line to explain to them what's the problem. Basically, we need to supply the line with some kits. That's what the name is kitting. My work is to try to get these pieces from the warehouse. Make sure that we always have pieces to do these kits, and then just make sure that everything is okay and provide the line with them. And also taking back the pieces that the line doesn't need, like an internal department in the company. Après la deuxième session, on va intégrer de la logistique interne avec des contraintes de disponibilité des pièces, des zones spécifiques. Alors, cette logistique est à dessein complètement inefficiente, ce qui va leur permettre, lors de la troisième session, de proposer des améliorations. Et là, en plus, on va rajouter la gestion de la logistique externe. Ça devient de plus en plus compliqué. Là aussi, c'est très peu efficient. Donc, à la quatrième session, là, c'est eux, ils vont pouvoir faire un redesign complet de toute la chaîne logistique. Et on va commencer en plus à leur mettre des contraintes de temps de montage de plus en plus contraignantes. Donc, on part de 5 minutes par station à moins de 1 minute par station. Ce qui est assez tendu pour avoir les bonnes pièces au bon endroit, au bon moment. Et à la fin, on a une cinquième session qui, elle, est une session plutôt de débrief collectif. C'est un cours qui cherche vraiment à faire prendre conscience aux élèves des limites de la théorie sur l'application terrain. It gives a little bit of insight of what a supply chain would actually look like. It's more of practical work and I really enjoy it. It's a different experience. I was not expecting something like this in my master's to say or in any class in education. Je pense que le plus difficile pour les élèves est de se retrouver devant une situation complexe, très proche du réel, et de ne pas savoir où commencer.
dans un cours théorique, on leur donne toutes les données dont ils ont besoin pour résoudre un problème très ciblé. Ici, le problème est déjà très ouvert. Ensuite, ils doivent nous demander les données dont ils ont besoin pour analyser la situation. Les principaux challenges, ça va être le rythme, ça va être la synthèse. On leur dit souvent, un patron, ça a 5 secondes de cerveau, donc il faut que nous, on puisse lire votre rapport en 5 secondes et le comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur a jamais demandé à ce niveau-là. Et la deuxième, c'est on va vraiment casser certaines de leurs certitudes. Principalement trois compétences qui sont mises en avant. Le travail en équipe, avec un timing soutenu, bon, ça c'est souvent le cas à AGI. Capacité d'analyser une situation complexe et identifier les problèmes sources, trouver les bons outils et aussi de se dire que parfois il est nécessaire d'innover et modifier ces outils pour adapter à la situation qu'ils sont en train de vivre. On avait une étude de cas très spécifiquement où on devait gérer des achats, gérer un stock. Il y avait un certain timing à respecter. On était un groupe de 5. On a dû se répartir les rôles. Comment est-ce qu'on allait gérer les achats, les prévisions et la production. Ce qui était très difficile dans un premier temps, c'est justement d'avoir cette prise de recul. Justement, on a pu l'apprendre grâce à l'intervention du professionnel parce qu'il nous a fait nous remettre en question. What was the most challenging part of this course? To blend in as a team, and all the people were coming from different backgrounds. We had to blend in really well and very quickly. Competences I learned from this course would be inventory planning for sure, then master production, which is also very important. And one of the competencies I didn't realize that I learned was continuous improvement in inventory planning. When I'm working currently and I got very good appraisals from my boss, and I realized, okay, oh, this is something I learned in Grenoble ENP. Bonjour Gulgun. Bonjour Thomas. Merci beaucoup pour la présentation de ton cours. Donc j'avais quelques questions en regardant la vidéo. Tout d'abord, on a un peu l'impression quand même que l'activité est assez simple, quoi. Il s'agit de construire des objets en Lego. D'où vient la difficulté? Qu'est-ce qui est... Voilà, c'est quoi l'enjeu d'apprentissage? Oui, bon, c'est vrai que ça peut paraître simple, mais en réalité, ça représente quand même un système assez réaliste. Le système de production prend les grandes étapes de fabrication d'un camion, avec des grandes étapes qui sont vraiment existantes dans la ligne de montage. Le stock, par exemple, qui est au milieu, il y a environ 150 références des composants. On est capable de produire environ 1 million de différents types de camions avec ce système de production. Donc la complexité, je dirais, vient du fait que c'est quand même, ça représente une réalité industrielle. D'accord. Et du coup, c'est d'avoir finalement la bonne pièce approvisionnée au bon endroit, au bon moment. Et c'est la difficulté d'obtenir cela qui est... Exactement. L'objectif de cette étude de cas, c'est approvisionner le bord de ligne de montage. Ils peuvent tester différents types de politiques. On n'approvisionne pas les moteurs de la même manière que des vis. Oui, entre des pièces très standardisées finalement qu'on retrouve sur peut-être beaucoup de modèles et puis des pièces plus spécifiques, c'est ça. Et donc du coup, il faut ajuster la bonne politique d'approvisionnement. Et d'accord. Et ils en mesurent tout de suite le résultat, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis voir l'effet de chacun des politiques et les avantages, les désavantages. Voilà. J'ai le souvenir de conflits, de difficultés en entreprise liés par exemple au fait que les nomenclatures n'étaient pas justes, une référence de pièce n'était pas la bonne. Enfin, est-ce que vous allez vous pousser le jeu jusque-là? Pas dans celui-là. En fait, on a 3 études de cas. Dans celui-là, on n'est pas vraiment allé dans ce sens-là. Ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est que différents types d'aléas apparaissent de manière naturelle. D'accord. Par exemple, les fournisseurs, s'ils n'ont pas bien regardé le bon de commande qu'ils ont reçu, ils peuvent produire des mauvais composants. Et ça arrive en fait de manière très naturelle, donc ce n'était pas vraiment ce type d'objet qu'on a introduit dans ce jeu.
Par contre, on a une autre étude de cas qui est plus sur ordinateur, je dirais. Donc, la simulation s'est faite sur l'ordinateur. Là, on a plus de capacité de jouer sur différents types d'aléas ou problématiques, comme tu décris. Oui, c'est ça, une fiche de montage qui n'est pas la bonne. Ou, les systèmes d'information ont pris une place très importante aujourd'hui dans la médiation des informations, dans la gestion de flux, avec leur opacité, avec parfois des difficultés ergonomiques ou de compréhension de leur fonctionnement. Est-ce que les élèves arrivent à pointer ou toucher du doigt aussi cette difficulté-là quotidienne? Oui. Vous avez vu, on utilise la nouvelle plateforme Operations Management. Et dans cette nouvelle plateforme, on a des outils comme Manufacturing Execution Systems. On va commencer à introduire ce type d'outils dans ce cas. On va essayer d'utiliser ces outils pour collecter des données, ajouter différentes problématiques d'optimisation, ordonnancement, etc. Donc ça, c'est dans notre projet. Je me posais la question aussi, on voit apparaître quand même dans cette vidéo des problèmes de communication, des enjeux aussi de participation à des décisions prises par le management. Comment vous jouez ça aussi? Je trouve que ce type d'approche learning by doing permet justement d'aborder ce type de problématique aussi. Parce que pendant qu'ils jouent, ils se rendent compte que cette notion de communication est très très importante. Et d'ailleurs, quand la communication entre eux ne passe pas bien, on le retrouve dans les rapports qu'ils font après chaque séance. Parfois, certaines erreurs viennent justement du fait qu'ils n'ont pas bien communiqué. Et c'est des erreurs qu'ils corrigent par la suite des séances après. Et effectivement, les problématiques de participation, communication, ce sont des choses qu'on peut facilement intégrer dans ce type d'approche. Il y a des mesures de performance qui sont réalisées. Voilà, comment vous faites cette mesure? Qu'est-ce que les élèves apprennent de cette mesure? En fait, ils peuvent mesurer leur performance sur les 3 critères, qualité, délai. Donc, vous avez vu, il y a un poste sur les contrôles qualité et donc il y a des erreurs qui sont pointées. Ils font un retour sur la ligne de montage de chaque pièce correspond à une correspondance coût. Ils peuvent calculer les coûts et puis les délais aussi. On a quand même une cadence à respecter et donc si la cadence n'est pas respectée, on peut mesurer ce genre de choses. Dans l'autre étude de cas, on leur montre que mesurer, c'est pas uniquement minimiser les stocks, mais il y a également sur un tableau de bord des critères financiers et lors de simulations, ces indicateurs remis à jour leur permettent de prendre des décisions justement et évaluer si leurs décisions prises précédemment étaient bonnes. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, avec plaisir. Et viens jouer avec nous un jour, tu verras si c'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises traditionnelles, c'est-à-dire celles qui existent depuis longtemps et qui ne sont pas classées nouvelles technologies. Dans ces entreprises aussi, la technologie 4.0 permet l'innovation et transforme la façon de travailler de l'entreprise. Moi, je vais vous parler effectivement des entreprises dites traditionnelles et du rôle des ingénieurs pour rendre ces entreprises compétitives, notamment parce qu'elles ont affaire à des entreprises concurrentielles qui sont dans des secteurs à bas coût ou qui ne suivent pas forcément tout à fait les mêmes règles que nous suivons ici en Europe. Et le rôle des ingénieurs, c'est d'être capable justement d'amener de l'excellence industrielle dans ces entreprises, d'amener des outils comme l'industrie 4.0, des manières de travailler innovantes. Alors, à tous les niveaux, l'entreprise doit être capable d'arriver à l'excellence de ses process. Et on voit bien que ça soit dans les pratiques, mais également dans la technique. L'industrie 4.0, par exemple, ça touche tous les secteurs, tous les niveaux. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille,
Nous avons mis en place des nouvelles technologies qui sont utilisées par les opérateurs, par les techniciens, par les ingénieurs et qui sont mis en œuvre par l'ensemble des acteurs. Les ingénieurs comme les autres doivent être capables de transformer ces entreprises pour que la qualité de vie au travail soit également un élément attractif de ces entreprises. Et ces entreprises traditionnelles vont-elles toujours être attractives pour les ingénieurs et les managers? Le rôle a énormément évolué par rapport au passé. Avant, on travaillait beaucoup plus par silo, chacun avait un rôle bien défini. Maintenant, il faut être capable de travailler au niveau non seulement stratégique, c'est-à-dire de prendre le meilleur de ce qui se fait, de savoir l'adapter à son entreprise, les meilleures techniques, les meilleurs process, les meilleurs produits, et d'emmener l'ensemble des gens à mettre en place toutes ces pratiques. Et ça rend le rôle beaucoup plus, moi je trouve, très très intéressant puisqu'il est vraiment à 360 degrés et au niveau stratégique et au niveau exécution et mise en place, parce que c'est là vraiment que se gagne la bataille. C'est pas seulement de résoudre des problèmes techniques et de trouver une solution, mais c'est d'être capable d'entraîner les hommes et les femmes de l'entreprise à le mettre en place et à arriver à un résultat. Donc ça en fait un travail, je trouve, moi, vraiment très très intéressant et beaucoup plus polyvalent qu'avant. Et l'innovation alors? L'innovation, c'est cette capacité à aller chercher dans les autres secteurs, dans les autres industries, parfois totalement différentes de celles dans lesquelles on travaille, quelle est la meilleure technique ou la meilleure solution qu'on va être capable d'amener. Et parfois, quand on ne trouve pas cette solution, avec l'ensemble des acteurs du terrain, de l'industrie ou même en dehors de l'industrie et parfois même avec des écoles, de trouver une solution qui sera une solution que peut-être personne n'a utilisée pour réussir à résoudre le problème qu'on a. On n'a pas besoin d'ingénieurs techniques? La technique, c'est un des éléments. Après, le rôle des ingénieurs, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise dans un champ très particulier, très technique, et on a besoin de gens comme ça. Ce sont également des piliers techniques sur lesquels on s'appuie. Mais l'ingénieur, même s'il est sur un pilier technique, c'est-à-dire que 80% de son travail, ça va être orienté technique, il ne peut pas travailler tout seul que dans la technique. Il aura toujours à un moment besoin de travailler avec quelqu'un d'autre, besoin de convaincre des gens qu'il faut investir sur sa technique, qu'il faut la mettre en place, que c'est la meilleure solution pour gagner. Et donc, même si elle est technique, il doit avoir quand même des capacités humaines d'engagement et de force de conviction. La problématique écologique, c'est vraiment un paramètre de compétitivité parce qu'il y a des solutions maintenant qu'on est capable de trouver qui à la fois nous permettent d'être plus environmental friendly, comme on dit, c'est-à-dire que ça fait du bien à l'environnement, mais ça rend l'entreprise plus compétitive. Donc c'est un paramètre à avoir au départ dans la conception de ses process, de ses produits, de sa technique. Et on trouve des solutions maintenant qui permettent à la fois d'être bien pour l'environnement et qui nous aident d'un point de vue compétitivité, ça c'est certain. Donc finalement, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est en train de changer pour les ingénieurs? Moi je trouve que le rôle des ingénieurs maintenant demande des capacités qui sont beaucoup plus larges qu'avant, des capacités humaines, techniques, de curiosité qui sont extrêmement importantes. Dans le monde du travail, c'est la curiosité qui fait qu'on découvre des nouvelles solutions, qu'on rencontre des gens différents et qu'on arrive à mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc je trouve que c'est un rôle qui demande d'être capable de voir ce qui se fait partout dans le monde et d'être capable de travailler avec des gens de terrain, donc c'est beaucoup plus polyvalent qu'avant. Bonjour, je m'appelle Thomas Roverdi, je suis enseignant en sociologie à l'école de génie industriel et chercheur au laboratoire de sciences sociales PACT. Et je vais vous présenter donc les contributions de PACT à la recherche sur l'industrie, le génie industriel, les contributions d'une équipe au sein de PACT constituée de 3 sociologues dont je fais partie, d'une ergonome ainsi que 6 doctorants. Dès la création de l'école, les partenaires industriels ont souhaité promouvoir la recherche et l'enseignement en sciences sociales sur les questions organisationnelles dans l'industrie. Traiter des questions comme le sens accordé au travail par les ouvriers, les négociations informelles dans les organisations, la participation des salariés à la définition de leur activité et de leur environnement de travail.
L'équipe est restée fidèle à ce projet et s'est adaptée aux enjeux actuels de l'industrie, comme la transformation numérique, la santé ou l'environnement. Cette équipe travaille sur la transformation des activités industrielles face à la crise climatique et l'épuisement des ressources. Un des principaux moteurs de ces transformations provient des politiques environnementales, de leur conception, de leur déploiement. Ainsi, la thèse de Vincent Jourdain propose d'étudier les négociations de la politique d'économie circulaire en France entre les entreprises qui mettent sur le marché les produits, celles qui les collectent et les recyclent, et les ONG qui défendent la réparabilité ou la durabilité des produits. La thèse de Michael Fernandez explore les ressorts de la politique de soutien à l'hydrogène, les stratégies argumentatives des promoteurs et détracteurs de ce vecteur énergétique, dont la pertinence technique et environnementale fait toujours débat. La transition écologique de l'industrie est aussi encouragée par la mobilisation de l'opinion publique qui oblige les entreprises à proposer de façon proactive de nouvelles solutions. Corentin Gariel étudie la lutte contre la prolifération des déchets plastiques et les stratégies innovantes de collecte des emballages dans les pays en voie de développement. Les enjeux environnementaux se traduisent aussi dans les activités de travail. Kevin Gell, doctorant en ergonomie, aborde les pratiques et les savoir-faire des opérateurs dans les activités de démontage d'équipements pour leur reconditionnement. Pacte est particulièrement impliqué dans l'étude du déploiement des technologies numériques dans les activités industrielles. Les discours de la 4e révolution industrielle vantent les mérites des médiations techniques nouvelles comme le jumeau numérique, la réalité augmentée ou le data mining qui pourraient accroître les capacités d'action des opérateurs, des techniciens et des ingénieurs. Les détracteurs de ces technologies mettent plutôt en avant la réduction des capacités d'action des opérateurs, prenant pour illustration la commande vocale utilisée en logistique qui contrôle en temps réel les activités. Nos enquêtes sur les sites industriels cherchent donc à comprendre comment ces technologies changent les capacités d'action des équipes en production, la visibilité du travail, le contrôle managérial, la coordination entre les équipes. Nous étudions aussi comment les opérateurs et les techniciens peuvent davantage participer à la conception et à l'adaptation de ces technologies. L'industrie 4.0, c'est aussi une nouvelle génération de robots appelés cobots, des robots qui peuvent cohabiter sans risque avec les opérateurs de fabrication. Sandrine Caroli participe à des recherches concernant la conception de ces nouveaux postes de travail intégrant les cobots. L'analyse ergonomique des tâches permet d'examiner celles qui peuvent être partagées sans risque avec le cobot, de vérifier que l'enchaînement des tâches est fluide. Cette recherche montre qu'il est nécessaire de penser l'ensemble des contraintes du poste avec l'activité de l'opérateur et faire d'autres aménagements du poste en parallèle. Il faut rendre aussi possible une souplesse du robot face aux caractéristiques de l'opérateur, comme ses compétences, sa morphologie, sa santé, sa performance. Parmi les technologies du numérique, l'intelligence artificielle est utilisée dans un très grand nombre d'applications, par exemple en pilotage de systèmes complexes ou en maintenance. Comment garantir la fiabilité de systèmes complexes qui intègrent l'intelligence artificielle dans les composants? De quelles compétences, de quelle organisation les techniciens auront-ils besoin pour piloter et maintenir ces systèmes complexes? Comment le travail est-il transformé par l'accumulation des algorithmes de calcul? Ainsi, Louis de Vilaine commence une thèse sur les enjeux éthiques, organisationnels et sociaux de l'usage des algorithmes de calcul, dont les algorithmes d'intelligence artificielle dans l'activité industrielle. Les recherches sur les dispositifs numériques nous permettent de nous saisir de thématiques d'actualité. Ainsi, Céline Cholez dirige une enquête internationale, Cove on My Mobile, enquête déployée en France, au Japon, aux USA, auprès de plus de 10 000 répondants. Cette enquête analyse les usages d'applications du type Tous anti-Covid. Soutenue par l'ANR, elle contribuera à l'amélioration de la politique sanitaire. Cette enquête rejoint aussi des questions fondamentales du management industriel. Comment solliciter l'adhésion et la participation active du plus grand nombre dans la gestion de crise ou la prévention des risques? Les dispositifs numériques sont-ils efficaces et à quelles conditions? Elle permet aussi de s'interroger sur la conduite de projets technologiques en contexte de crise. Comment concevoir une infrastructure numérique à l'échelle internationale, compatible avec les contraintes juridiques et politiques des différents pays? Ainsi, l'équipe développe aussi une réflexion sur l'organisation par projet dans différents environnements professionnels.
Sandrine Caroli et Aurélie Cattel pilotent une recherche sur les dynamiques de coopération au sein des Fab Labs. Un Fab Lab est un espace ouvert, généralement au public, avec des machines-outils permettant la réalisation d'objets très divers, de pièces mécaniques, de cartes électroniques, des prototypes innovants ou des pièces de rechange. Ces espaces réinterrogent les fondements de l'organisation industrielle, car ils associent des activités de conception, de production et de réparation. Cette recherche en sociologie et en ergonomie vise à comprendre les pratiques au sein de ces Fab Labs, les relations de coopération entre les utilisateurs et comment ils peuvent contribuer à des dynamiques d'innovation. Plusieurs recherches sur la conduite de projets industriels sont présentées dans cet anti-manuel de management de projet, qui s'adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre les enjeux et les contradictions de cette forme d'organisation. L'ouvrage montre que l'essentiel de la compétence d'un chef de projet n'est pas de planifier, mais de gérer les incertitudes et de faire face aux imprévus. Contrairement au manuel, l'ouvrage n'explique pas comment faire, il raconte comment les équipes projet se débrouillent, avec plus ou moins de succès, pour gérer les contraintes contradictoires et satisfaire leurs commanditaires. Je vous remercie de votre attention. Merci Thomas pour cette présentation. Alors on sait que les sciences sociales s'intéressent depuis longtemps aux questions de technologie et de technique, mais vous avez la spécificité d'intégrer vos recherches dans une école d'ingénieurs et cela appelle deux questions. D'abord, est-ce que cela vous conduit à intégrer des éléments de sciences pour l'ingénieur dans vos approches de sciences sociales? Et puis, comment collaborez-vous avec des enseignants-chercheurs en ingénierie sur des projets de recherche concrets? Bien, merci Thierry. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir en tête que la technique, les objets techniques, ça a toujours été un objet d'intérêt pour la sociologie, pour l'ergonomie. Donc le travail avec les sciences pour l'ingénieur, il y en a dans nombreuses situations. On peut penser à l'école des mines de Paris, avec le Centre de sociologie et d'innovation, par exemple, qui a pu, où les sociologues ont toujours été très présents. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a cherché à montrer cette sociologie des techniques? C'est de montrer que les objets techniques étaient le reflet de nos visions de la société, de nos fonctionnements de la société, parfois en grande partie, et puis aussi avaient des effets sur l'organisation et la vie sociale. Et effectivement, dans une école d'ingénieurs, je pense que c'est très important d'accompagner les élèves ingénieurs pour qu'ils comprennent ce rapport entre société et technique. Aussi important qu'ils comprennent les dynamiques d'appropriation des objets techniques. Par exemple, comprendre comment les outils numériques, les outils informatiques se retrouvent appropriés. Et donc, on collabore sur différents projets avec nos collègues. Par exemple, nos collègues qui travaillent en sciences pour l'ingénieur sur la conception de produits et l'environnement, la capacité à intégrer dans la conception de produits des exigences comme la réparabilité. Eh bien nous, on va dialoguer avec eux sur la façon dont cette préoccupation, la réparabilité, peut se retrouver inscrite dans l'action publique, par exemple à travers la conception et l'utilisation d'un indice de la réparabilité dont aujourd'hui le ministère de l'Environnement fait la promotion. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de la contribution que vos travaux en sciences humaines et sociales peuvent apporter à la prise en compte par l'école de génie industriel des grands enjeux contemporains comme la crise climatique ou la transition numérique? Alors, on sait bien que la crise climatique, pour y faire face, il y aura probablement des changements considérables dans nos modes de production et de consommation. Il faut qu'on trouve des modes de production industriels beaucoup plus sobres et bien sûr qu'on puisse aussi penser des produits davantage en lien avec la fonctionnalité qu'ils apportent.
plutôt que d'essayer d'optimiser justement la consommation de ressources pour une meilleure fonctionnalité de ces produits. Donc voilà, ça ce sont des préoccupations de nos collègues en sciences pour l'ingénieur, mais on voit bien qu'elles touchent ou elles vont interagir avec des préoccupations d'organisation de la société, d'organisation des rapports par exemple entre les entreprises et entre les entreprises elles-mêmes, entre l'État et les entreprises, des problématiques d'organisation des entreprises et puis d'organisation des relations de service avec les consommateurs. Donc toutes ces dimensions-là appellent évidemment un regard en sciences sociales. Et pour finir, Thomas, donc tu as écrit un ouvrage sur la gestion de projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi de l'intituler Anti-manuel de gestion de projet? C'est une discussion avec l'éditeur. L'éditeur voulait voir apparaître le mot manuel de management de projet dans le titre. Et donc, en proposant anti-manuel, j'ai mis en évidence deux choix de cet ouvrage. D'abord, c'est un ouvrage un petit peu critique par rapport au manuel de management de projet parce que ces manuels sont construits autour d'une hypothèse forte qui est l'hypothèse que conduire un projet, c'est d'abord prévoir et ensuite exécuter ce qui a été prévu et qu'en fait, nos capacités de prévision sont limitées. Il y a beaucoup d'incertitudes en amont des projets. Donc du coup, la conduite de projet suppose de prendre en charge des aléas, des événements, des apprentissages tout au long du projet qui conduisent à remettre en question les choix qui ont été faits initialement. Donc ensuite, c'est aussi un anti-manuel parce que cet ouvrage est constitué principalement de récits de projets. Il n'explique pas comment faire, mais il explique plutôt comment les gens font, comment les gens se débrouillent finalement pour arriver à conduire malgré tout les projets, malgré les difficultés. Et donc, il n'offre pas vraiment de réponse, mais il offre finalement au chef de projet des histoires dans lesquelles il peut se reconnaître, qui peut le conduire à s'interroger sur sa propre pratique et éventuellement trouver par lui-même des solutions. Merci beaucoup Thomas. Merci Thierry pour tes questions. Donc une junior, ça fonctionne comme un cabinet de conseil, donc ça veut dire qu'on récupère des missions auprès d'entreprises présentes dans le bassin grenoblois et ces missions sont réalisées par les élèves de l'école. Donc ça permet aux élèves en fait d'appliquer leurs compétences et leurs connaissances apprises à l'école au travers de ces missions. La junior dans Imagine Conseil est répartie en 6 pôles d'activités qui sont centrés autour du développement commercial. Donc qui lui récupère les missions et suit les missions tout au long de celles-ci. On a comme mission par exemple de l'ergonomie, de l'analyse de données, de la conception. Être dans une junior, ça permet de se professionnaliser tout en se créant un réseau. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste d'être DevCo? Du coup, le DevCo, qu'est-ce que c'est? DevCo, ça veut dire développement commercial. C'est un des pôles les plus gros de la JE puisque en général il y a 6 membres. C'est lui qui s'occupe de prospecter, donc de chercher des missions et de faire tout le suivi de mission, l'accompagnement des intervenants, etc. En quoi est-ce que ça consiste exactement une mission? On va donc faire de la prospection, chercher une mission. Ensuite on va avoir plusieurs rendez-vous avec le client donc pour évaluer les besoins du client, etc. Ensuite on va faire un devis, on va soumettre au client. Et ensuite, on va travailler avec le pôle RH, donc ressources humaines, pour recruter les intervenants. Et enfin, ensuite, on peut commencer la mission. Et tout au long de la mission, il va falloir tenir au courant le client, donc échanger avec lui par mail ou par téléphone, par exemple, pour le tenir au courant de l'avancée de la mission. Et il faut aussi rester en contact avec les intervenants pour voir comment se déroule la mission. Est-ce que tu pourrais nous raconter une des missions que tu as suivies? Une des missions que j'ai suivies, c'était comme client Femmes Ingénieurs, donc c'est une association. Et chaque année, cette association fait une enquête auprès d'énormément d'ingénieurs et de scientifiques pour faire un observatoire sur ce métier. Donc, ils posent des questions par exemple sur le salaire, sur les évolutions de carrière, ce genre de choses. Donc, le principe de la mission, c'était qu'il fallait analyser ces données. Donc, ça représentait énormément de données puisque, par exemple, en 2018, il y avait 52 000 personnes qui ont été interrogées. Il fallait analyser ces données, pouvoir montrer les différences hommes-femmes, présenter les paramètres intéressants.
et ensuite rendre ça sous la forme d'un livrable à Femmes Ingénieurs, donc aux clients. Et donc cette analyse va ensuite être utilisée pour réaliser des flyers, pour réaliser des livrets qui vont être publiés sur internet et éventuellement aussi être distribués dans les lycées, dans les collèges. Merci beaucoup. Merci à toi. En 2020-2021, on a pu organiser plusieurs événements avec la Junior, notamment des événements internes, des événements de cohésion, comme par exemple des repas ou des after-work. On a pu aussi organiser des événements avec notre école, comme par exemple la journée des métiers, pour accueillir donc, différents industriels dans l'école. Et on a pu aussi organiser des événements de cohésion avec les autres juniors de Grenoble pour en fait partager nos expériences et aussi apprendre à se connaître.